Bonsoir à tous, Caroline Charrier, je suis infectiologue de femmes enceintes, je travaille à Cochin-Port-Royal. Je suis hyper heureuse que vous m'ayez invitée ce soir, c'est des topos géniaux, merci. J'ai appris plein de choses, alors je vous remercie beaucoup. Je suis invitée à voyager et à apprendre, c'est quand même génial. Bon, donc je vais vous parler pendant 30 minutes, mais ça va être moins, je vous promets. Non. Le temps que vous voulez, je m'adapte. Des recos qu'on vient de publier sous l'égide de la SPILF et du SENGOF, du Collège des obstétriciens, sur la prise en charge de la syphilis pendant la grossesse et en période néonatale. Le contexte, c'est celui d'une circulation élevée de la syphilis, on va en reparler un tout petit peu, d'une augmentation d'incidence chez la population des femmes enceintes, avec un problème d'épidémie dont on va parler dans les DROM, en particulier dans l'Ouest guyanais et dans la Réunion, à La Réunion. La gravité, on a commencé à l'aborder, je vais vous redonner quelques chiffres, et puis il n'y avait pas de recommandations. Bon, dans ce contexte-là, parce que la littérature est assez hétérogène, des séries rétrospectives, aucune donnée issue d'essai, c'est l'anti-topo de Pierre, si vous voulez, eh bien, on a choisi une présentation sous forme d'un consensus formalisé d'experts, vu le niveau assez, vous allez voir, restreint des données disponibles, avec ce champ qui était mixte, vraiment infectiologique et obstétrical, et donc qui s'arrête dans le premier mois de vie des enfants. On est un groupe stable, c'est la troisième reco qu'on produit, avec des infectiologues, des microbiologistes, des pédiatres, des obstétriciens, des hygiénistes, une sage-femme. On tient beaucoup de sage-femmes. On a produit des recos, on a auditionné des experts, des CNR, des sociétés savantes qui sont là. On a rédigé, puis on a fait relire par un groupe pluridisciplinaire qui ont beaucoup édité le texte. Et c'est celui que vous avez vu qui est sorti il y a quelques jours dans IDINA en anglais et dans MMI Formation en français. Donc, l'épidémiologie de la syphilis maternelle et néonatale, c'est une situation de haute endémicité dans le monde. Les données en 2022, vous voyez, c'est qu'il y avait plus de 8 millions de cas de syphilis pour cette seule année dans la population en âge d'avoir un bébé, et 115 000 enfants dans le monde nés avec un tableau de syphilis congénitale en 2022. Donc beaucoup d'enfants. Et en France aussi, avec une augmentation d'incidence qu'on observe dans tout le territoire, avec une incidence particulièrement accrue dans les DROM, avec deux spots, l'ouest guyanais, Saint-Laurent-du-Maroni, 150 cas entre 2000 et 2023, et ça continue. Et puis à l'île de la Réunion, à peu près une situation similaire. La transmission, vous la connaissez, publique d'infectiologues et de pédiatres, mais je voudrais rappeler que le contact avec une lésion contagieuse et une peau saine induit une transmission qui est de 50%, donc relativement élevée et assez, ça rate peu. Et que la transmission de la mère à l'enfant, elle se fait de deux manières, soit in utero, au moment d'une spirochétémie maternelle, soit au perpartum, au contact de ces lésions maternelles muqueuses contagieuses. La transmission hématogène, donc in utero, la spirochétémie, elle dépend de deux paramètres, le stade de l'infection, le stade de la grossesse. Plus l'infection est récente, plus la spirochétémie est élevée, et donc plus il y a de passage de la mère à l'enfant. Le stade de la grossesse, c'est que le placenta devient permissif à partir de 16 semaines d'aménorrhée, et plus on avance en terme, plus il devient permissif. Et donc une syphilis précoce, primaire ou secondaire, c'est un taux de transmission qui est quasiment de 100% pour une phase primaire et qui est 60% pour une phase secondaire. Et ça diminue dans les phases de latence précoce et tardive, puisque la spirochétémie baisse de plus en plus, devient à la fois plus faible et plus intermittente dans les latentes tardives. La transmission en perpartum dépend de deux paramètres, ce stade de l'infection, puisqu'il n'y a plus de lésions cutanées contagieuses en phase de latence, et deuxièmement, le traitement maternel et le délai entre ce traitement et la naissance. Ce délai doit être au minimum de 30 jours, et ça, c'est les données guyanaises de M. Karl, obstétrique Saint-Laurent-du-Maroni. Quand il y a moins de 30 jours entre la mise en route du traitement et la naissance, eh bien, on n'a pas le temps de traiter la spirochétémie maternelle, et donc il y a encore 3/4 d'infection congénitale. Voilà. Une fois qu'on a ces enjeux et ces chiffres en tête, on a commencé à décrire sur le versant du nouveau-né le poids de la syphilis pour cet enfant à naître. En fait, ça commence avant la naissance, 40% de perte fétale, 25% de prématurité, un tiers de petit poids de naissance pour l'âge gestationnel. Et donc cette syphilis congénitale qu'on décrit comme étant de révélation précoce avant l'âge de 2 ans. Donc ici, précoce, c'est pas 1 an comme on connaît pour la syphilis, c'est 2 ans pour l'enfant, parce que c'est de révélation précoce, ou de révélation tardive après l'âge de 2 ans.
avec finalement, quand on poule ces outcomes, 20% de décès, 40% de séquelles chez les survivants. Et donc si on met tout ça ensemble, c'est vraiment l'une des infections materno-fétales les plus graves qu'on puisse avoir. La syphilis, c'est comme la listériose, c'est vraiment des complications majeures très fréquentes. Bon, du coup, vous avez regardé ces diapos déjà. Donc la syphilis tardive, contrairement à la syphilis précoce, on l'a dit, a plutôt un retentissement musculo-squelettique, un peu neurologique en effet, avec les lésions sensorielles, kératite, surdité. Et ces lésions musculo-squelettiques, c'est ces fameux voiles du palais troués, enfin, ces fentes palatines ou ces lésions du voile, ces dents M qu'on appelle les dents de Hutchinson, ces ragades, là, ces fissures périorificielles, puis les bosses frontales, le nez un peu en selle, voilà, c'est des déformations musculo-squelettiques comme ça, ou des phanères. Donc c'est assez différent du tableau assez floride, septicémique et gravissime disséminé de l'infection néonatale, l'infection précoce. Donc la recommandation a choisi d'aborder 4 questions. On a voulu parler d'abord de comment on prévient la syphilis congénitale, comment on la diagnostique, ce qui est l'enjeu du topo que je devais vous faire, quelle prise en charge pour la maman et à la naissance, enfin l'accouchement, puis quelle prise en charge du bébé. Donc on va aborder ces 4 points. Sur la prévention, je n'ai que 2 diapositives, mais elles sont très importantes. Il faut d'abord avoir bien en tête tous les facteurs de risque d'infection sexuellement transmise et de syphilis, que vous connaissez tous ici, et se souvenir qu'un antécédent d'IST ou un diagnostic d'IST est un facteur de risque avéré d'avoir une nouvelle IST. Et les partenaires multiples, c'est pas si exceptionnel non plus pendant la grossesse, au contraire. Et donc il faut avoir en tête qu'il n'y a pas que les situations extrêmes dont on a parlé au début quand on parlait de fait d'acquérir le VIH dans des situations de drame extrême, de parcours abominable de ces patientes migrantes, mais le risque d'acquérir une autre infection sexuellement transmise peut survenir dans des situations qui alertent moins notre vigilance, parce que c'est peut-être moins banal, plus banal d'avoir eu une autre infection sexuellement transmise relativement moins associée à une histoire personnelle forte. Donc, on a dit qu'il fallait dépister la syphilis avant la grossesse et dès le début de la grossesse, le plus tôt possible, idéalement avant 10 semaines d'aménorrhée. Pourquoi ? 10 semaines d'aménorrhée, parce que le temps de récupérer le résultat et de faire dans le cas d'une syphilis latente les 3 injections dont je vais vous parler, il faut qu'on ait le temps d'arriver avant ces 16 semaines d'aménorrhée, traitement terminé, au moment où le placenta va commencer à devenir permissif. C'est l'objectif. Parce que là, le risque est nul si on a bien traité avant 16 semaines. Et ce qu'on a dit, et là c'est assez différent de ce qui est écrit ailleurs, c'est qu'il fallait répéter ce dépistage, non pas comme le CDC le disait à 28 semaines d'aménorrhée, pourquoi 28 semaines, mais bien à chaque fois que vous, nous, les cliniciens, on voit une patiente et qu'elle est à risque d'avoir une autre IST. Et donc si le risque il se répète une fois par mois, on refera la sérologie autant que ce sera nécessaire. Parce que ce n'est pas à 28 semaines qu'elle va changer de partenaire. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc après un rapport à risque, c'est dès que possible et 6 semaines plus tard. Donc c'est ça le message de la prévention, c'est que c'est quand le clinicien le juge pertinent, et on ne peut pas le standardiser, ça dépend de la vie de la patiente et de ce qu'on peut faire. Comment diagnostiquer une syphilis maternelle pendant la grossesse ? Je vais essayer de faire aussi limpide que vous, mais je suis sûre que je ne ferai pas aussi bien. C'est magnifique comme vous l'aviez présenté. Alors, en France, et on n'a rien inventé là-dessus, le dépistage de la syphilis commence par un test tréponémique. Rien n'a changé ici. Donc on pratique en premier... C'est moi qui fais ça ? Je vais poser ça. C'est le Zoom ? D'accord. On pratique en premier un test tréponémique. Et il faut préciser au laboratoire que c'est dans le contexte d'une grossesse, car s'il est positif, le laboratoire va d'emblée faire le TNT, ça c'est toujours pareil, et un immunoblotte, qui pourra aider à confirmer le diagnostic. Donc, soit le test tréponémique est négatif, et en gros, il n'y a pas d'infection, sauf si on est dans la possibilité d'une infection récente, et dans ces cas-là, on doit répéter la sérologie à J7. Et après, on décide. Si le test tréponémique est positif, donc d'emblée, le laboratoire va lancer le non tréponémique, ça c'est normal, c'est comme tout patient, et il va lancer en même temps un immunoblotte. Et là, on a 4 scénarios possibles. Tréponémique positif et non tréponémique
négatif. Alors, soit c'est une infection guérie, tout va bien, soit c'est une infection ultra récente, et il faut refaire 7 jours plus tard. Donc à nouveau, il faut cette alchimie entre le biologiste et le clinicien. Mais si le TNT est contrôlé négatif, le non tréponymique, eh bien, l'infection n'est pas évolutive. Un TNT négatif contrôlé négatif, c'est une infection guérie. Il n'y a pas d'indication de traitement, il n'y a pas de risque de syphilis congénitale, point barre. Si le test non tréponymique est confirmé négatif, et donc il y a un risque d'infection précoce, et bien on répète AJ7. Si le test non tréponymique est positif, alors soit on vient de traiter justement, et on vient de faire le bon traitement, dans ce cas-là tout va bien, on va juste surveiller, mais dans tous les autres cas, eh bien, c'est une syphilis active, il faut traiter, c'est une urgence. On n'a pas réinventé l'eau chaude. Vous voyez que dans cette situation, l'immunoblotte est censé être positif de manière concordante avec le test tréponymique. Alors, il y a une situation qui serait une absurdité, mais on l'a mis parce qu'il faut envisager tous les cas de figure. C'est le tréponymique positif avec immunoblotte négatif. Ça, c'est normalement pas possible, c'est non concluant. Et donc, le biologiste, là, s'arrache les cheveux, refait tout prélever, et rend les choses concluantes. Nous, notre message de clinicien à clinicien, c'est qu'il ne faut pas attendre le résultat d'immunoblotte qui met plus de temps. La présomption doit aller au bénéfice du fœtus, et donc il faut traiter quand il y a une suspicion, quitte à arrêter avant de compléter le schéma complet. Quelle prise en charge pour la maman maintenant ? Alors, la diapo est lourde, mais vous allez voir, l'histoire est simple. On peut commencer comme ça. Alors, je peux bouger la flèche là ? Oui. Bon, on examine la patiente. Finalement, nous, on doit collecter 4 infos. Est-ce qu'on peut dater la syphilis et quel est le stade ? Est-ce qu'il y a une neurosyphilis ? Ça conditionne la prise en charge de la maman. Est-ce qu'il y a des IST associés ? Est-ce qu'il y a une allergie à la pénicilline ? Vous allez voir pourquoi. Deuxièmement, le traitement. Alors, ici, il y a quelques particularités. Premier point. La syphilis précoce, on est resté sur la recommandation du CNR, qui n'est pas universelle, mais qui est logique. Est-ce que je l'ai mis là ? Non, pardon. De faire 2 doses de BPG, de benzaldehyde pénicilline, pour une syphilis précoce. Le reste des adultes, on fait 1 dose. Pourquoi on fait 2 doses ? Une littérature... ah oui, c'est écrit là, pardon. Une littérature... de 2 séries rétrospectives, on n'a rien de plus propre que ça, ont montré que quand la maman a une syphilis et que le bébé a déjà une phétopathie infectieuse syphilitique, il est infecté in utero, eh bien l'administration de 2 doses de benzaldehyde pénicilline, une puis une deuxième à 1 semaine d'intervalle, améliore le pronostic de ces fœtus, diminue le taux de mort fœtale pour être clair, par rapport à la situation où la maman n'a qu'une dose. Pragmatiquement, à J7 de la première dose, on n'a pas toujours eu le temps d'avoir l'échographie obstétricale, l'évaluation fine que ce bébé est infecté ou pas. Donc à nouveau, ici, le bénéfice doit aller au fœtus, et donc on reste sur cette pratique de faire 2 doses. Et ça, c'était notamment l'input de Nager Hachini, qui est obstétricien à Saint-Laurent-du-Maroni, qui racontait l'expérience de vie réelle, où on n'a pas toujours cet écho dans les 7 jours. Chez la maman, on peut utiliser la xylocaïne, mais juste on ne met pas d'adrénaline dedans. Et la maman doit avoir une prévention systématique de la réaction de Jarry-Alzheimer avec du paracétamol et si la fièvre persiste, une corticothérapie à 0,5 mg kg/jour, qui est plus fréquente et plus intense pendant la grossesse probablement, d'où la prévention systématique. On doit aussi dépister et traiter le partenaire et préconiser des rapports protégés jusqu'à la fin de la vérification que les partenaires sont tous négatifs et qu'ils ont tous bien été dépistés et éventuellement qu'ils ont tous été traités et jusqu'à avoir respecté le délai de 7 jours après la fin du traitement de la patiente et de son ou de ses partenaires. Ce qui prend un certain temps. L'objectif ici, c'est d'éviter la cascade de recirculation et de réinfection entre une femme, son partenaire, ses partenaires, qui peut durer sans fin. Alors, quelle évaluation du risque allergique et qu'est-ce qu'on en fait ? Première situation, parce que 10% des femmes enceintes se déclarent allergiques à la pénicilline. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Elles ne sont pas toutes allergiques, heureusement. Donc d'abord, on peut faire tomber, colonne verte, les fausses allergies, les vulvovaginites, les diarrhées, les mycoses. Bon. Là, on peut réintroduire la BPG comme en population générale. Cet algorithme, on l'a travaillé avec la Société française d'allergo. Et donc, c'est leur interprétation de l'algorithme européen sur la gestion de l'allergie aux bêta-lactamines. Et ce qui est bien, c'est que cette analyse en 6 colonnes, c'est exportable à d'autres infections, parce que ça classe le risque par rapport à toutes les bêta-lactamines. Même si la dernière ligne, c'est une préconisation syphilis-grossesse. Ensuite, en jaune, la Société française d'allergo a identifié, vous voyez là, des situations cutanées à faible risque de réaction grave allergique pendant la grossesse. Alors, qu'est-ce que c'est une situation à faible risque ? C'est un exanthème maculo-papuleux qualifié de bénin, c'est-à-dire plus de 6 heures après la prise d'antibiotiques, c'est pas immédiat, ayant duré moins de 7 jours, et sans urticaire, et moins 50% de la peau, et sans réaction systémique, et il n'y a pas eu besoin d'un traitement local et systémique. C'est l'érythème bénin, mignon, pas dangereux, qui régresse tout seul. Dans ces cas-là, on peut éventuellement faire un test, mais sinon on prévient la patiente et on fait la BPG comme d'habitude. Deux situations un peu plus complexes. Alors, on va commencer par celle de droite, la orange. La même réaction cutanéo-muqueuse, mais avec des warnings de réaction plus sévères. C'est-à-dire qu'elle a nécessité un traitement corticoïde local, ou elle a impliqué plus de 50% de la surface corporelle, ou c'est une urticaire, j'ai jamais su, mais plus d'1 heure après l'exposition. Dans ces cas-là, on qualifie le risque allergique grave d'intermédiaire, on ne peut pas l'exclure. La situation en saumon, c'est qu'on n'a pas réussi à classer. C'est pas rouge ou cramoisi comme je vais vous montrer, mais c'est pas non plus vert ou orange. On n'a pas réussi. Dans ces situations, nous avons 2 options. Soit une induction de tolérance. Vous savez comment ça marche, des doses infinitésimales de pénicilline et on injecte progressivement de plus en plus pour que la patiente, mastocyte par mastocyte, dégranule son histamine sans faire le choc anaphylactique. Et ça doit être répété à chaque dose. Donc pour une précoce, il faut 2 doses, donc 2 protocoles d'induction de tolérance. Et pour une tardive, il faut 3 doses, donc 3 protocoles d'induction de tolérance. Et puis il faut avoir accès à ces protocoles d'induction de tolérance, donc il faut une surveillance. Alors on le fait en médecine, mais il faut le chariot de Réa à côté avec l'adrénaline. Et puis sinon, une alternative, c'est la ceftriaxone. On n'est pas les seuls à la positionner. Les données sur la ceftriaxone, c'est l'absence d'allergie croisée dans 98% des cas. C'est l'efficacité démontrée en dehors de la grossesse. C'est le passage très bon de la barrière placentaire. C'est des données sur la femme enceinte qui sont quand même limitées. Vous voyez, 91 observations sans syphilis congénitale, mais seulement 11 pour lesquelles on avait le suivi au-delà de la période néonatale. Quand même pas très fort comme élément, mais c'est la proposition recommandée par l'OMS. Donc on l'a reprise ici, dans ces situations où on ne pourrait pas, ou on ne voudrait pas faire l'induction de tolérance. Et après arrive le rouge et le cramoisi. En rouge, les situations d'allergie grave immédiate, anaphylaxie, urticaire précoce, notion de test cutané positif, hypersensibilité à tous les antibiotiques, ça correspond à un terrain d'hypersensibilité médicamenteuse avérée, ou autre réaction d'hypersensibilité immédiate sévère. Ça, c'est un risque élevé de réaction grave, et ça conduit à préconiser par la Société française d'allergo des tests cutanés. Évidemment, pas dans la case où ils sont déjà positifs, mais dans tous les autres cas. Si on y a accès, c'est pas facile partout d'avoir des tests cutanés en urgence dans la semaine. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas souhaité conclure. Ils n'ont pas souhaité positionner la ceftriaxone parce que c'est là qu'il y a plutôt plus que 2% de risque. Et donc on reste dans une situation indéterminée. Mais je vais vous présenter la situation cramoisie qui suggère des pistes des sorties de dilemme. Donc en cramoisie, c'est la situation d'une allergie retardée gravissime aux bêta-lactamines. Donc c'est rarissime, mais c'est gravissime. C'est le Lyell, c'est le Dress, le Stevens-Johnson, la vascularite, enfin voilà, ces complications gravissimes. Situation où toute exposition à toute bêta-lactamine, voilà, complètement interdite. Chez une femme enceinte, oublions. On va pas jouer à ça, voilà. No way. Mais le choc anaphylactique aussi. Choc anaphylactique, la maman vasoconstricte pas.
vasoconstricte ses artères utérines pour maintenir sa perfusion cardiaque et cérébrale, elle perd son bébé. Donc choc anaphylactique, c'est comme un choc septique, c'est comme ça qu'elle perd son bébé, on perd son bébé. Donc on ne veut pas jouer à ça, c'est dangereux. D'accord, il faut insister sur ce point-là. Donc en cramoisie, aucun test possible, aucune réintroduction d'aucune bêta-lactamine. Là, on était dans l'impasse. Alors, on positionne la doxycycline. Alors, pas les tétracyclines en général qui contiennent la tétracycline qui est toxique pour la dent de lait, enfin qui colore en jaune les dents de lait, qui est la torsion calcium, qui donne les lésions osseuses, la dent de lait toute jaune. Parce que dans les tétracyclines, la tétracycline fait ça, mais la revue de la littérature sur la doxycycline n'est pas associée à ces effets indésirables. Pas les macrolides, parce que échec fréquent, passage à la barrière placentaire inférieur à 10% pour les meilleures molécules. Donc la doxy. Donc on a envisagé la doxy pour quelque chose d'absolument exceptionnel, la réaction gravissime, exceptionnelle de la femme enceinte. Mais comme ça, il y a une solution pour chaque colonne de gestion du risque allergique. Ça, c'est assez nouveau par rapport aux recommandations disponibles. Donc ensuite, c'est ce que je vous proposais. Alors, abstinence, ça c'est une coquille que je vais absolument corriger. Protection des rapports, c'est une formule plus juste. Jusqu'à moins 7 jours après le traitement complet, je ne sais pas comment j'ai pu laisser passer ça dans le papier, on va le corriger. Cicatrisation des lésions, traitement complet des partenaires, avec cette fenêtre de 7 jours après la fin du traitement complet, pour considérer que les lésions cutanées sont guéries. Et donc que la transmission cutanéo-muqueuse s'arrête. Consultation à 1 mois pour vérifier les IST associés, les traités, vérifier que le partenaire est pris en charge, guéri, traité. Suivi ensuite, c'est un suivi AM2, sérologique, le TNT, puis par mois jusqu'à la naissance, et ensuite c'est le suivi que vous connaissez de tout adulte après la naissance. C'est juste qu'il est mensuel à partir de M2 pour la femme enceinte. Toutes les sérologies dans le même laboratoire, ça on connaît. Et puis rappelez qu'un soignant qui aurait touché des lésions contagieuses doit recevoir lui aussi son IM d'extensiline. La première femme enceinte que j'ai vue avec une syphilis pendant sa grossesse, c'était un médecin généraliste qui avait regardé une angine ulcéro-nécrotique en fin de consul, ça avait été dantesque, et elle avait mis la baisse-langue dans la bouche, et elle n'avait pas mis de gants. Et franchement, ça nous arrive de regarder des gorges avec un abaisse-langue sans gants. Et malheureusement, c'était une angine ulcéro-nécrotique de syphilis, et donc sur sa peau saine, elle a chopé une syphilis. C'est pas un seul dermato qu'on a vu beaucoup, qui ne s'est pas attrapé, donc c'est extrêmement contagieux. Même les syphilides. Même les syphilides, c'est important de le rappeler. Le collier de Vénus, le caressez pas parce que c'est pareil. Enfin, on caresse rarement, mais enfin quand même, on a tendance à... Ouais. On va le toucher, quoi, comme toutes les éruptions, ça nous démange de toucher pour savoir si c'est granuleux ou... Bon, bref. Il faut mettre des gants. Faut mettre des gants, oui. Et en néonat aussi. Et en néonat. Un psy qui a La rhinorée, les 20% de rhinorée du nouveau-né, c'est extrêmement contagieux. La rhinorée, c'est plein de spirochètes. Ça se fourmille, et donc il n'a pas le rhinovirus quand il sort du ventre. Quand il sort du ventre, c'est du spirochète, la rhinorée. Et les pédiatres nous disaient que c'était pathognomonique. Donc on a tous des histoires comme ça, et voilà. Donc on se tape, nous aussi, notre IM d'extensiline dans la fesse, et on n'est pas très heureux. Bon, ensuite... l'objectif, c'est d'avoir fini le traitement avant 16 semaines. C'est pour ça qu'on est dans cette énergie de prise en charge, sans quoi l'enfant et la maman, en fait, vont être pris en charge en obstétrique avec une attention particulière, un suivi échographique selon les items qui ont été présentés il y a quelques minutes. En salle de naissance, la recommandation, c'est de faire à la maman et au bébé les examens suivants. Un test non tréponémique, maman sur sang périphérique, bébé sur sang périphérique. De garder un bout de placenta si c'est possible pour faire une PCR, et là où on peut le faire, de l'immunohistochimie, et d'essayer de faire des IgM sur le sang périphérique du bébé. La syphilis n'est pas une contre-indication à l'allaitement, sauf si elle avait une lésion contagieuse sur le mamelon, et qu'elle ne serait pas traitée, ce qui est quand même assez rare. Le chancre du mamelon... Bon, on va considérer que c'est pas... Heureusement, ça va. On a fait une checklist en salle de naissance parce que, finalement, dans la transition obstétricien-pédiatre... Ah, je suis contente qu'elle vous plaise, la checklist. Yes. Dans la transition obstétricien-pédiatre, l'idée, c'est que le pédiatre peut, avant même que le bébé sorte du ventre de sa maman, classer le risque
qu'il ait une syphilis congénitale. Et donc, on collecte avant la naissance dans cette checklist les informations qui permettent de dire avant la naissance si le bébé est à risque élevé, nul ou intermédiaire de syphilis congénitale. Je vais vous remontrer l'algorithme. Et ça va guider la suite de la prise en charge. Et ça, on le sait avant même qu'il naisse, donc c'est facile. Donc, avant que ce bébé naisse, on sait déjà comment classer le risque, les précautions standards, l'examen du bébé, le sérum maman-bébé, si on peut, le placenta, éventuellement les IgM. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut pour discuter. Qu'est-ce qu'on fait pour le bébé? Donc, avant la naissance, on collecte ces informations. Donc, la maman avec quel stade d'infection? Quand est-ce qu'elle a été traitée? Par quoi? Quand est-ce qu'elle a eu la fin du traitement? Comment a évolué le TNT? Avec ça, on a tout, normalement. Donc, première situation. La situation dont on rêve. Le TNT de la maman est négatif pendant toute la grossesse, où la maman a été bien traitée, traitement achevé avant 16 semaines, et le TNT n'est pas remonté. Situation parfaite, risque nul. On va vérifier que le risque est nul, on va vérifier que ce bébé n'est pas infecté, on va vérifier que son test non tréponémique est bien négatif. Il l'est, tout va bien. Stop, bisous maison, pas de traitement, pas de surveillance. C'était le principe. Deuxième situation. La situation à risque élevé, c'était une syphilis maternelle précoce, où le TNT était supérieur à 8 à 16 semaines, considérant que c'est pareil, c'est une infection précoce, où la maman n'a pas reçu le bon traitement. Il y a eu par exemple un espace de plus de 9 jours entre 2 doses de BPG. Plus de 9 jours, ça veut dire trou dans la courbe, dans le temps au-dessus de la CMI de bacillpénicilline. Ça veut dire qu'il faut repartir à zéro. Si elle ne l'a pas eu, on est paumé. Donc elle repasse à risque élevé. C'est pour ça qu'il faut vérifier les dates des injections précisément. Donc traitement mal fait, traitement sans pénigé, ou traitement trop tardif, donc pas de contrôle de la spirokétémie maternelle, ou pas de décroissance du TNT, c'est-à-dire soit elle s'est réinfectée, soit elle a pas reçu son traitement correctement, le risque est élevé. Dans les autres cas, le risque est intermédiaire. Pourquoi c'est important? N'ayez pas peur, il est très beau en fait ce truc, vous allez voir. Pourquoi c'est important? Parce que, premier cas, le bébé a des signes cliniques de syphilis. Ok. Ou une PCR positive sur le placenta, ou une immunopositive, ou des IgM positifs, c'est donc les siennes, c'est où il a un TNT qui est plus de 4 fois celui de sa maman. Donc il a produit ses propres anticorps non tréponémiques. Donc il est infecté. Syphilis confirmée ou probable, c'est la même situation. Et donc on propose de la pénicilline G, 10 jours ou 14 jours si neurosyphilis, comme mis en exemple tout à l'heure. La poso, c'est 50 unités kilo toutes les 12 heures ou toutes les 8 heures en fonction de l'âge du bébé. Et si on arrête plus de 24 heures, il faut repartir à zéro. C'est la syphilis, prouvée ou probable. Deuxième scénario. Non, pardon, le bilan qu'on va faire, c'est ce que vous avez vu en fait. L'ANUM, le bilan hépatique, les radios des os, la ponction lombaire, l'examen de l'œil, les potentiels évoqués, et puis la surveillance après en fonction des lésions qu'on aura trouvées. Bon. Si on n'est pas dans une syphilis confirmée ou probable, c'est là où on va se retourner vers le risque qu'on avait gradé avant la naissance, que ce bébé ait une syphilis congénitale. Risque nul, syphilis exclue, pas de traitement, pas de surveillance. Risque élevé, le traitement pas adéquat, le traitement trop tardif, l'infection précoce, donc spirokétémie au plafond ou traitement trop tardif ou mal fait. Dans ces cas-là, le bébé a un risque élevé de syphilis. Donc la syphilis congénitale reste possible, même si on n'a pas les signes d'une syphilis prouvée. Et pour ça, comme toutes les recos du monde, on propose une dose de BPG, 50 000 unités kilo, en intramusculaire. Et puis on surveillera la décroissance sérologique des anticorps qu'a probablement ce bébé. Dans la situation intermédiaire, on considère que la syphilis est peu probable. On ne met pas de traitement au bébé, mais on surveillera aussi qu'il nettoie bien ses anticorps. Et s'il ne nettoie pas ses anticorps, on refera un bilan et on le traitera comme une syphilis congénitale. Quel deadline on prend? On prend 18 mois. À 18 mois, il doit avoir perdu les anticorps passifs maternels, tréponémiques et non tréponémiques. Et on fait une sérologie tous les 3 mois par son pédiatre. Voilà. Ça, c'est la forme simple de ce tableau-là, qui est pas mal quand même. C'est Marion Caséris, pédiatre infectiologue à Robert Debré, qui a conceptualisé cette slide, qui est belle, hein. Donc voilà, ça vient de sortir, il y a plein de sociétés savantes, et là je vous ai mis à droite tous les relecteurs
Vous voyez qu'ils sont issus de plein de monde. Il y a Julie Blanc pour Marseille, que vous connaissez sûrement. Et voilà, les recos syphilis.